Donc bonjour à tous, Nathaniel Drey, cabinet Drey et Natco. Nathaniel Cohen, mon associé, va nous rejoindre dans quelques minutes. Vous m'entendez bien tous? C'est OK? Pas de problème? Super. Oui, Euh, oui, très bien. super. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de personnes, c'est le décalage fiscal de la date d'installation en Israël. Il y a énormément de points à voir. J'ai préparé un sommaire et on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, un rappel sur qu'est-ce qui est concerné sur la loi, en fait, cette fameuse loi des 10 ans d'exonération. Donc, un tout petit rappel, parce que je pense que la plupart d'entre vous sont déjà un petit peu au fait. Cette loi a été votée en 2008. C'était lors de l'anniversaire d'Israël, pour les 60 ans d'Israël. Il y a eu cette loi qui a été votée pour allonger la période d'exonération pour les Olim Hadashim et les Toshavim Chosrim. Toshavim Chosrim, c'est les résidents de retour. Il faut savoir qu'auparavant, c'était 5 ans d'exonération. Benjamin Netanyahu, qui était en poste à l'époque, a décidé d'augmenter la durée d'exonération à 10 ans, et cette loi a été rétroactive depuis le 1er janvier 2007. Donc elle a été votée en 2008 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2007. Dans les faits, toute personne qui est donc devenue Olé Hadash ou qui est revenue en Israël après 10 ans passés à l'étranger, à partir de cette date-là, donc à partir du 1er janvier 2007, bénéficie d'une exonération fiscale sur les revenus étrangers pendant une période de 10 ans. Donc, cette personne, je le répète, qui bénéficie de cette réforme, c'est le point numéro 2. La personne doit être un nouveau résident en Israël, c'est le terme de la loi, et c'est sur ça, en fait, qu'on va insister beaucoup aujourd'hui dans ce webinaire. C'est qu'en réalité, on parle, souvent on dit, et c'est une personne qui est devenue Olé Hadash ou Toshav Roser, mais en réalité, le texte de loi, c'est l'article 14 et l'article 97b qui permet de bénéficier de cette exonération. Ce texte de loi vient en fait préciser que c'est une personne qui est devenue résident fiscal en Israël pour la première fois. Ok? Donc la condition, c'est de ne jamais avoir été résident fiscal dans les 10 dernières années précédentes. D'accord? Il ne faut pas, après on va voir quels sont les critères de résidence en Israël, mais il ne faut pas avoir été résident fiscal en Israël pendant les 10 dernières années. Il faut être majeur, donc à partir de 18 ans en Israël, et il faut donc être considéré comme nouveau résident en Israël. Ok, j'insiste sur le point, c'est très important pour la suite de ce webinaire. On ne parle pas d'un Olé Hadash, on ne parle pas d'une personne qui a fait sa Aliyah, on parle d'une personne qui devient nouveau résident en Israël. Ok? Nathanaël, tu es en mute? Tu es en mute? Vous m'entendez? Voilà, parfait. Alors voilà, juste pour justement rebondir. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci Zoom. Voilà, je me suis connecté. Alors voilà, juste pour rebondir sur ce que je viens d'entendre de Nathaniel. Quand on parle de nouveaux résidents, il faut savoir que beaucoup de personnes ont fait. Il y a eu une grosse vague d'Alia en 2013-2014. Voilà, je viens de sortir de deux consultations. Les deux consultations, c'était 14 juillet 2013 et 14 juillet 2014, l'Alia. C'est marrant, c'est les dates qui reviennent très souvent, ce 14 juillet 2013-2014. Ces personnes qui ont fait à ce moment-là la Teudat Olé. Bien que normalement un Olé Hadash, c'est un nouveau résident et que les impôts considèrent ça comme la date d'Alia par défaut, lorsqu'on parle d'un nouveau résident israélien, la définition d'un Olé Hadash aux impôts, c'est pas la définition qu'on connaît, nous, auprès du ministère de l'Alia. La définition d'un Olé Hadash, c'est un Toshav Israël Larishona. Toshav Israël Larishona, c'est résident israélien pour la première fois. J'ouvre une petite parenthèse. Lorsqu'on dit pour la première fois, même un Toshav Roservatique, c'est une personne qui s'est exilée plus de 10 ans en dehors du territoire israélien. Il a fait son allié en 2001, il est revenu en 2012. C'est bon, il est considéré comme Olé Hadash. Il bénéficie exactement des mêmes avantages fiscaux que tout Olé Hadash. Donc, juste pour accentuer ce que tu as dit, Nathaniel, là, lorsqu'on parle du nouveau résident fiscal israélien qui bénéficie des 10 ans d'exonération, normalement, selon la loi, c'est une personne qui est devenue résidente fiscale israélienne. Son centre de vie est en Israël. Ses enfants, la scolarité des gosses, la femme, tout ce qui peut justifier comme centre de vie se trouve en Israël. Tout à fait. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les chiffres. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on décide d'en parler maintenant. C'est vrai qu'on en a parlé, on a fait quelques interventions. Nathanaël, plusieurs fois, on a parlé. Moi, j'en parle beaucoup aussi sur notre site internet. On en a parlé, mais il faut savoir que j'ai ressorti les chiffres. Je suis tombé sur le site du gouvernement et j'ai ressorti les chiffres. Il faut savoir que ces années-là, 2011, 12, 13, c'est les années où on parlait de la alia fiscale.
la fameuse Alia, où les personnes ont senti un petit peu le souffle de la banque derrière eux, et ils ont commencé à se dire, ben, tout simplement, je vais prendre la nationalité. À l'époque, c'était ce qui était préconisé par les professionnels. Je vais prendre la nationalité israélienne, je vais dire à la banque que je suis israélien, donc je suis, entre guillemets, je suis tranquille. L'argent qui a été ramené à l'époque d'autres manières, pas forcément officielles en France, sera, entre guillemets, continuera à être non connu des autorités françaises parce que je suis donc citoyen israélien, je deviens citoyen israélien. Pour vous donner des chiffres, 2010, 2011, 2012, on a à peu près 19 000 Olim Hadashim en Israël, tous bords confondus, hein, je ne suis pas allé chercher France, Belgique, etc., mais on va dire tous les pays confondus. 2013, on est déjà à 25 000, 2014, 27, 2015, 31. Okay, donc on sait, ça c'est les chiffres officiels du gouvernement, l'ALIA a quasiment doublé sur ces années-là. Je ne suis pas allé plus loin parce qu'on est concerné la fin des 10 ans pour ces personnes-là, 2011, 12, 13. Ça va donc se terminer sur 21, 22, 23. Donc on est vraiment dans le vif du sujet et ça concerne énormément de personnes. Ok, Nathanaël, la vague d'Alia, ça ne veut pas dire nouveau résident. Exactement. La vague d'Alia, quand on dit vague d'Alia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire nouveau résident fiscaux israélien, ça veut dire nouveau citoyen israélien. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qu'on n'a jamais dit dans aucune intervention et que c'est quelque chose que tout à l'heure, j'en ai parlé lors d'une consultation. De la même façon qu'il y a des effets de mode, on va appeler ça comme ça. En 2013-2014, l'effet de mode, c'était de faire la Théodat Zéhout, on va au consulat, on prend une Théodat Zéhout, on met notre compte de la banque Léomi sous Théodat Zéhout israélienne, et boum, on a réglé le problème de la FATCA. En 2018-2019, Nathaniel pourra vous le dire, tout le monde venait voir. Non, ça ne suffit pas la Théodat Zéhout, on a besoin de certificats de résidence fiscaux. 2022-2023, le nouvel effet de mode, c'est je veux décaler ma date des 10 ans. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir, et ça, on le vit au jour le jour. Les impôts remarquent aussi ces effets de mode. De la même façon que le ministère de la Lia et de l'Intégration remarque, parce que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui ils font autant de problèmes de citoyenneté, de renouvellement de passeport, etc., etc. De la même façon que les personnes, lorsqu'on demandait en 2014 un certificat de résidence fiscale, croyez-moi que c'était pas la fin du monde à demander. On demandait une Toudat Zéhout, c'était pas la fin du monde. Mais lorsqu'ils reçoivent d'un coup, en une année, 3 000, 4 000, 10 000 demandes, ça fait tilt chez eux aussi. Même dans les décalages d'Alia, et on va en parler un peu plus tard, les restrictions ont changé. À l'époque, on pouvait décaler de façon beaucoup plus simple avec un circulaire, pas circulaire. Donc, mais le point à appuyer là maintenant, à ce stade-là de notre intervention, c'est surtout de dire que lorsque vous avez fait votre Alia, et ça c'est à votre avantage, pas toujours aussi, mais normalement, en grande majorité, à votre avantage, c'est de dire que vous n'étiez pas résident israélien. Et on va essayer de prouver au maximum de ne pas être résident israélien, surtout pour les personnes qui pensaient qu'ils étaient résidents israéliens, mais qui ne se sont pas déconnectés de la France. Donc, par rapport à eux, ils étaient toujours résidents français et résidents israéliens. Là, on se trouve à la fin des 10 ans. C'est pas pour rien qu'on est alerté. C'est pas pour rien que toutes les personnes sont alarmées aujourd'hui. Ils vous disent, attendez, je vais devoir déclarer Israël, je vais devoir déclarer la France, je sais plus quoi faire, etc. Donc, avant tout, avant même de rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on déclare? Qu'est-ce qu'on déclare pas? Sachez que lorsque vous avez fait votre aliyah, si vous n'avez pas pu venir en Israël, mais que vous avez obtenu une Théoudat Zéhout en 2014, vous étiez citoyen israélien. Tant que votre centre de vie et votre connexion fiscale était toujours en France, vous étiez toujours résident fiscal français. Tout à fait. Après, on va voir aujourd'hui, à ce moment-là, c'est le moment de rappeler en fait deux petites notions principales. Les notions de résidence fiscale, justement, puisque là, on a bien compris, le fait d'avoir la nationalité, ça ne veut pas dire qu'on est devenu résident fiscal israélien. Donc, techniquement, ça ne veut pas forcément dire que les 10 ans ont démarré. Ça, on va en parler dans 2 petites secondes. Mais on rappelle ici les critères de résidence fiscale en Israël. Vous les connaissez tous. C'est actuellement, hein, la loi est en train d'être modifiée, mais actuellement, les critères de résidence fiscale en Israël, c'est de passer 6 mois et 1 jour ou plus dans l'année en cours, c'est les fameux 183 jours, ou bien 425 jours sur l'année en cours plus les 2 années précédentes. Donc, par exemple, en 2023, 2022, 2021, on fait le compte. Est-ce qu'on a dépassé 425 jours? Avec un critère de vérification, il faut faire minimum 30 jours dans l'année concernée. Donc, si on veut voir si en 2023, on est résident fiscal israélien, on va regarder la première option, est-ce qu'on a fait 183 jours en 2023? Peut-être, peut-être pas. Mettons qu'on ne les a pas fait. On va regarder la deuxième option. Est-ce qu'on a fait sur 23, 22, 21 un total de 425 jours avec un minimum de 30 jours en 2023? Ok. Troisième option, et ça c'est celle dont on va se servir dans certains cas qui ne sont pas des cas classiques, c'est est-ce que le centre de vie est en Israël?
c'est-à-dire l'examen du nombre de jours jusqu'à l'heure actuelle, la loi est en train de changer, mais jusqu'à l'heure actuelle, le nombre de jours n'est pas un critère binaire, c'est pas oui ou non, c'est, on va dire, un saméman, hein, c'est un indicatif. Est-ce que Mhm. le centre de résidence est en Israël ou pas? Mais c'est un indicatif qui peut être contré par le centre de vie. D'accord? Si une personne fait 3 mois par an en Israël, mais qu'elle voyage dans le reste du monde, elle est 1 mois de partout parce qu'elle a des enfants éparpillés partout ailleurs dans le monde et qu'elle est capable de prouver ses déplacements, c'est possible pour cette personne-là d'obtenir un certificat de résidence. C'est difficile, mais c'est possible. Ensuite, la date de prise en compte par les impôts. Quelle est la date de prise en compte par les impôts pour déterminer quand démarrent en fait vos 10 ans? Attends, mais Nathaniel, juste avant ça, Mhm. lorsque Nathaniel a dit, parce que ça, c'est des cas que j'ai vus personnellement, vraiment beaucoup de fois. Les gens disent toujours 183 jours, 425 jours, 183 jours, 425 jours. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont pris la retraite, qui ont gagné leur vie, qui ont travaillé toute leur vie, qui passent, j'ai beaucoup de clients, je vous donne un exemple, une personne qui passe 2 mois par an à Marbella, 2 mois par an aux États-Unis voir son fils, 1 mois par an voir sa fille qui est là-bas, 1 mois en France, 2 mois là-bas. Les impôts, lorsqu'ils nous demandent la résidence fiscale, souvent ils nous demandent de faire un gâteau et de montrer les parts de gâteau où on a passé le plus de temps à chaque fois. Parce que c'est pas possible qu'une personne qui passe 2 mois dans chaque pays n'ait pas de résidence fiscale. Vous vous doutez bien. On ne peut pas ne pas avoir de résidence fiscale. À la fin, il y a un pays auquel on doit rendre des comptes. Il y a un pays auquel on est plus attaché à lui, on va dire ça comme ça, que les autres pays. Donc, c'est hyper important d'avoir le décompte des jours, mais pas seulement le décompte des jours, parce que dans le décompte des jours qu'on obtient du Mistra d'Apnim, Nathaniel, corrige-moi si je me trompe, dans le décompte des jours qu'on obtient du Mistra d'Apnim, le décompte, c'est quand est-ce qu'on est sorti, quand est-ce qu'on est rentré. Donc Oui, les gens, ils me disent, voilà, je t'ai ramené Tarikh Knissa, la date d'entrée, Tarikh Etia, la date de sortie, fais-moi le décompte. On va partir sur une, vraiment, voilà, sur une, par exemple, un exemple où une personne a passé 100 jours en Israël. Alors les impôts, automatiquement, vous allez voir à l'étage numéro 20, Tel Aviv 5, Benishstein, il va vous dire, tu as passé 100 jours, tu n'es pas résident fiscal israélien, parce qu'il faut 183 jours. Mais si on peut démontrer, en appuyant avec des documents, que cette personne a passé 100 jours en Israël, mais a passé moins de 100 jours, moins de 90 jours dans tous les autres pays, c'est un argument qui est énorme par rapport aux impôts. C'est quelque chose que vraiment, qui peut faire pencher la balance d'une résidence fiscale à pas une résidence fiscale. Encore plus que le centre de vie. tout à fait. Et on va en parler vers la fin, mais j'appuie là-dessus parce que tu viens d'en parler. Effectivement, de plus en plus de personnes, enfin de plus en plus, il y a un phénomène de mode, comme tu l'as dit tout à l'heure, de personnes qui décident de quitter Israël vers la fin des 10 ans. Ils décident de se déconnecter fiscalement d'Israël. Et là, Israël, ils essaient de rattraper un petit peu ce qu'ils peuvent. Et techniquement, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se déconnecter, de ne pas être considéré comme résident fiscal israélien si on n'est pas en mesure de prouver de quel pays on est, oui, résident fiscal. D'accord? Donc, ça va être difficile, et je rebondis, on ne peut pas ne pas être résident d'aucun pays. Il y a la fameuse jurisprudence avec le joueur de poker qui a passé 30 jours par an, un peu plus que 30 jours par an en Israël, mais le reste du temps, il fait des tournois de 7-8 jours de partout dans le monde. Bah, Israël a décidé de le fiscaliser en Israël parce qu'il ne pouvait pas prouver de quel pays il était résident fiscal. Même chose avec Bar Refaeli, c'est des jurisprudences qui Exactement. sont relativement anciennes, mais c'est des jurisprudences qui sont encore en vigueur aujourd'hui et qui sont appliquées. Donc Moi, pour je pense pas revenir, que je pense pas que c'est difficile. Je pense que c'est impossible aujourd'hui de pouvoir se déconnecter fiscalement d'Israël, suite surtout à la jurisprudence de Bar Refaeli, encore plus que celle du poker. Les impôts ont bien dit, après 87 pages de jurisprudence qui est au tribunal, ils ont dit, on ne peut pas être résident fiscal d'aucun pays. Vous allez voir les impôts, vous allez leur dire, je suis venu en 2013. On est en 2023, j'ai bénéficié de vos 10 ans d'exonération, je vous ai rien raconté, maintenant je pars. Je vais bénéficier en France de 5 ans d'exonération d'IFI, ils vont vous dire tout est beau, tout est bien. Montrez-moi de quel pays vous êtes résident. Mais quand ils vous disent montrez-moi, c'est dans le bilan, il faut vraiment annexer votre avis d'imposition en France ou dans le pays où lequel vous allez être résident fiscal. on va parler de la procédure des déconnexions vers la fin, rassurez-vous. Je reviens simplement sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que la date de prise d'effet par défaut, et ça c'est très important, par Mhm. défaut dans le système informatique en Israël, la date de prise d'effet pour le début, le démarrage de vos 10 ans, c'est la date qui s'affiche dans votre Théoudat Olé. La Théoudat Olé, c'est le petit document bleu qui ressemble à un passeport. Si vous regardez en bas à gauche de votre page, vous avez là-bas en hébreu, ça s'appelle Tarir Kabbalat Mahamad.
Et c'est cette date-là qui, officiellement, en tout cas, lance le début de vos 10 ans d'un point de vue fiscal. C'est la fameuse date dont tout à l'heure parlait Nathaniel, c'est le 14 juillet 2013, 14 juillet 2014. C'est la date à laquelle vous avez reçu votre Teudat Olé. Généralement, c'est la date à laquelle vous avez également reçu ce jour-là votre Teudat Zéhout. C'est à partir de là que les 10 ans démarrent. Et contrairement à ce que les gens pensent, moi, souvent, on vient de me dire, OK, c'est vrai que j'ai reçu ma Teudat Olé le 14 juillet 2013, 2014, mais les impôts, ils savent que je suis pas là. Non, les impôts ne regardent pas vos entrées et sorties. Si vous ne demandez pas un certificat de résidence fiscale, et oui ou non, ils vous le procurent, les impôts ne regardent pas vos dates de sortie. Entre guillemets, vous ne les intéressez pas. Eux, vous avez fait votre alia. En principe, lorsqu'on fait une alia, c'est dans le but de s'installer fiscalement en Israël. Lorsque vous avez fait votre alia, 10 ans après, vous devenez contribuable israélien. Donc, les impôts ne regardent pas vos entrées et sorties. Je l'entends vraiment plus qu'une consultation sur deux. Vraiment, à 80% peut-être des personnes, ils disent, mais ils vont voir dans les entrées et sorties. Ils ne voient pas, même quand on leur demande un certificat de résidence fiscale, ils nous demandent eux les entrées et sorties. Les impôts ne regardent pas vos entrées et sorties. Ils ont tout intérêt, je vais vous dire encore plus, à ne pas regarder vos entrées et sorties et à vous considérer comme résident fiscal israélien et contribuable après les 10 ans. C'est pas très logique. On bénéficie d'une loi qui est complètement contraire à l'ère dans laquelle on se trouve, d'une transparence fiscale entre les pays. Et là, on peut ne pas déclarer et être exemplé de déclaration sur tout ce qu'on a en dehors du territoire et que d'un autre côté, 10 ans après, vous partez. Ça, ils n'aiment pas. Et de la même façon qu'on parlait des effets de mode, et Nathaniel, tu as raison, quand j'ai parlé des effets de mode, c'est vrai que dans l'échelle, c'est Théoudat Zéhout, certificat de résidence fiscale, décalage d'ALIA et déconnexion. On n'arrête pas d'entendre parler aujourd'hui de déconnexion fiscale. On a fini les 10 ans, on repart en France, on est blanc-bleu. Non, ça ne se passe pas comme ça. La date d'ALIA qui est prise en compte par défaut, c'est la date d'ALIA, comme Nathaniel a dit, qui est inscrite sur votre Teudat Olé, le moment où vous avez reçu le statut de Olé Khadash. Et à partir de ça, ils ne regardent pas, même si vous avez passé 10 jours en Israël, les impôts ne regardent pas tous les jours vos entrées et sorties. Et ça, c'est hyper important de le dire, je pense, Nathaniel, parce que c'est quelque chose qui n'arrête pas de revenir au rendez-vous. Et les gens le pensent, et de la même façon qu'ils pensent qu'on a les entrées et sorties instantanément, c'est pas si simple que ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le point suivant. Une consultation sur deux, voire un petit peu plus, les personnes me parlent du problème qui est assez récent, hein, c'est à peu près il y a 2 ans maintenant, du renouvellement des passeports. Alors, s'il vous plaît, dissociez, je vous demande, dissocier deux choses. Il y a l'administration du ministère de l'Intérieur qui va octroyer le passeport. Eux, ils ont leurs propres examens pour déterminer si vous êtes éligible au passeport bleu ou au passeport rouge. On sait tous les problèmes que ça peut causer. C'est pas l'objet de ça. On fera peut-être un webinaire d'ailleurs là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Dissociez, s'il vous plaît, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Trésor. Les impôts, ils ont leurs propres règles. Ils ont leur propre système pour vérifier si vous êtes résident fiscal israélien ou non. L'administration, le ministère de l'Intérieur n'influence pas aucunement le fait d'avoir aujourd'hui la résidence fiscale ou non. Le fait d'avoir un passeport rouge, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas résident fiscal israélien. Le fait d'avoir un passeport bleu, ça ne veut pas dire que vous êtes résident fiscal israélien. Très important de dissocier cette partie-là. Ensuite, on va avancer parce qu'il y a vraiment beaucoup de points à voir et je vois que le temps s'allonge. Ça veut dire quoi techniquement de terminer? Attends, mais excuse-moi, Nathaniel, juste parce que j'ai vu quelques cas comme ça. Il y a des personnes, des fois, on dit le mieux est l'ennemi du bien. Des fois, des personnes veulent vraiment montrer à quel point ils sont résidents fiscaux israéliens. Ça m'arrivait, on peut compter sur le bout des doigts, mais ça m'est arrivé, des personnes qui ont renoncé à leur citoyenneté française pour montrer à quel point ils sont devenus résidents israéliens et que là, Israël ne leur donne qu'un laissez-passer rouge et ils ne peuvent plus voyager nulle part dans le monde. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je le dis quand même parce qu'il faut le dire, il faut pas en faire trop. Il faut pas en faire trop. Ne renoncez pas à votre citoyenneté française, ni à votre passeport français, même si vous avez des retraites qui proviennent du secteur public et qui sont imposées à la source, on s'en fout. Il ne faut pas renoncer à la citoyenneté française, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui au ministère de l'Intérieur concernant les renouvellements de passeport. Désolé, je t'ai coupé la parole, mais c'est important de le dire. Pas de problème. Ok, donc terminer ces 10 ans. Dernière parenthèse là-dessus. En janvier 2022, il y a un rapport de 323 pages qui est sorti de la Commission de la fiscalité internationale en Israël. Le rapport, en substance, c'est les plus grands experts fiscaux en Israël qui travaillent aux impôts, plusieurs professeurs, plusieurs docteurs, qui se réunissent
donc c'est 9 personnes, si je dis pas de bêtises, qui se réunissent et qui vont se poser en fait sur toute la fiscalité internationale en connexion avec Israël. Concernant le passage des Olim Hadashim et de la fin d'exonération des 10 ans, ça fait déjà plusieurs années qu'ils en parlent, mais là c'est un rapport officiel, c'est une commission qui a été mandatée par l'État. Le fisc israélien se remet en question sur la nécessité de oui ou non accorder ou continuer à accorder l'exonération fiscale pendant 10 ans. Donc, tout d'abord, Israël s'est fait traiter quasiment de voyou par l'OCDE parce que ils tolèrent, ils aident en tout cas la fraude fiscale, en tout cas aux yeux de l'OCDE, puisque pendant 10 ans, on n'a rien besoin de déclarer, on est exonéré sur tout. Donc Israël ne sait pas ce qu'une personne peut détenir à l'étranger. Ça a beaucoup dérangé l'OCDE. Ça figure dans le rapport. D'accord. Et ce rapport, il a été publié en janvier 2022, donc vous allez me dire, bon, ça fait presque 2 ans, donc ce rapport n'a pas modifié grand-chose. Ben, il faut savoir que ce rapport a été publié vers la fin de la cadence de l'ancien directeur aux impôts, qui s'appelle Eran Yaakov. Ils ont mis du temps à lui trouver un remplaçant officiel. Il y a un nouveau directeur depuis cette semaine, qui s'appelle Shai Aronovitz, et il en a parlé dans son programme de lancement. Il a dit, ce rapport-là, on ne va pas s'asseoir sur des recommandations qui ont été faites parmi les plus grandes têtes du pays, les têtes pensantes du pays. Donc, il va y avoir du changement. Les premiers éléments, les premières recommandations qui, a priori, devraient être appliquées, c'est de réduire, écoutez bien, réduire la période de 10 ans à 5 ans et d'annuler l'exemption de déclaration. C'est-à-dire que même pendant les 5 ans, non plus 10 ans, 5 ans, revenir en arrière, et même pendant les 5 ans, la personne aura l'obligation de déclarer ses revenus à l'étranger, et même s'ils ne sont pas exonérés. Pourquoi Israël décide de faire ça? Parce que d'abord, ils se sont fait traiter de voyous par le CDE. De deux, il y a énormément de personnes qui ont profité, qui ont abusé de la position de l'exemption déclarative, des personnes qui habitent en Israël, qui travaillent en Israël, qui sortent peut-être une semaine par an en vacances, qui travaillent d'ici, qui ont gardé des sociétés à Hong Kong, à Singapour, à Chypre, enfin où vous voulez, et qui vont se rémunérer sous forme de dividendes en considérant que ce sont des revenus de sources étrangères et qui ne sont pas imposés pendant les 10 ans. Mais Nathaniel, si vraiment ça dépendait de l'administration fiscale israélienne, comme tu le sais, s'il n'y avait pas Yvette Lieberman dans le gouvernement, si vraiment c'était un vrai bras de fer entre l'administration fiscale et la coalition israélienne, Yvette Lieberman, qu'on sait qui est proche de la population russe, c'était s'entêter chaque année, il mettait dans le Chok HaEsderim. Chok HaEsderim, c'est-à-dire sans même limiter la date des 5 ans, des 10 ans à 5 ans. Même les impôts demandés, ça fait déjà plus de 3 ans qu'ils demandent à continuer la période des 10 ans, mais à opter l'exonération de déclaration. Les impôts vous disent, écoutez, vous êtes exonérés, on n'a pas de problème avec ça, mais au moins déclarez ce que vous avez dans le reste du monde, parce que ça va avec cette transparence fiscale qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose qui était Yvette Lieberman, on dit que chaque année, ils appellent ça en hébreu, ouais, Makpitz, il faisait sauter cette exemption-là. Donc, ça se joue vraiment sur un fil de fer aujourd'hui et c'est quelque chose, on va vous dire la vérité, de notre côté à nous, limite, on est presque plus pour à ce qu'ils enlèvent cette exemption de déclaration, mais à pouvoir leur justifier ce qu'on a en dehors du pays durant les 10 ans d'exonération, plutôt que de se faire traiter de voyous, que ce soit auprès des banques, que ce soit auprès de tout le monde, parce que les banques, il peut avoir des lois aux impôts, mais lorsque la banque va vous dire, moi je me fie à la loi du blanchiment d'argent, etc., votre argent, on n'arrivera pas à le réceptionner en Israël. Donc aujourd'hui, cette exonération de 10 ans de déclaration, elle limite nous endommage un peu plus que ce qu'elle nous avantage, comme c'était à l'époque. Donc nous aujourd'hui, et je pense que c'est la bonne chose à faire, que même si les 10 ans d'exemption de déclaration sont enlevés et qu'à partir de maintenant, on devra déclarer, ben c'est très bien. On fera des déclarations de patrimoine préventif pendant les 10 ans. On pourra justifier à Israël et au moins on aura une fluidité par rapport aux banques. Et on aura une possibilité de prouver qu'on n'est pas des voyous à chaque transfert de 2000 euros qu'on fait de Paris à Israël, mais à montrer, voilà, ça a été déclaré, c'est la loi des impôts, on peut faire comme il le faut, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, cette exemption de déclaration, comme l'a dit Nathaniel, elle est complètement contraire à l'ère dans laquelle on se trouve de transparence fiscale. Aujourd'hui, on ne peut rien faire, en espèces, on ne peut rien avoir dans le reste du monde sans être déclaré dans le pays. Donc, elle est limite, on va dire, inutile, et c'est une question d'1 an ou 2 ans, et avec le nouveau directeur, à mon avis, ça va sauter l'année prochaine.
On verra, mais tu as très bien résumé, tout à fait. Maintenant, on va rentrer dans le côté très pratique. Attendez, À la fin, s'il y a des questions juste là, Rachel, s'il y a des questions. je pense qu'il vaut mieux noter les questions dans le chat et après Il on y a une répondra question, il y a une Attends. question donc de Marc Friedman qui demande, dans le cas d'une limitation à 5 ans, y aura-t-il un effet rétroactif? Alors non, ce qui est hyper important de savoir, c'est que à part dans des cas de terrorisme ou de pédophilie ou des choses comme ça qui sont vraiment très graves, aucune loi ne peut être rétroactive. Donc toutes les personnes qui ont bénéficié de cette exemption et de cette exonération d'impôt pendant les 10 ans à compter du 1er janvier 2007 continueront à en bénéficier. C'est-à-dire que même si demain ils annulent la loi et que quelqu'un est venu il y a 3 jours et en a bénéficié, il continuera à en bénéficier pendant 10 ans. Lorsqu'il y aura une nouvelle réforme et une nouvelle loi, ce sera à compter de la date de cette nouvelle réforme. Voilà. Tout à fait. On va parler aussi plus tard dans le webinaire, on va parler de la possibilité de décaler, de reporter la date de prise d'effet. En effet, si on arrive à reporter votre date officiellement et de vous faire gagner, par exemple, vous êtes venu en 2013, donc vous êtes venu vous installer réellement en 2019. Donc, si on arrive à reporter la date de prise d'effet à 2019, pour vous, même si la loi passe sur les 5 ans, vos 10 ans se termineront en 2029 et non pas avec la loi rétroactive avec les 5 ans depuis que ce sera voté. À la fin des 10 ans, qu'est-ce qui se passe? À la fin des 10 ans, l'imposition israélienne devient personnelle et non pas territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 10 ans, vous êtes imposable en Israël, vous payez des impôts en Israël, uniquement sur les revenus qui sont générés en Israël. Exemple de revenus, si vous avez des loyers que vous percevez en Israël, si vous avez des produits financiers sur des titres israéliens, si vous êtes salarié en Israël, si vous percevez des dividendes d'une société israélienne, là, ce sont des revenus qui sont générés en Israël et qui sont donc imposables pendant les 10 ans en Israël, même si vous êtes au Lechadash. Donc, on casse le mythe un petit peu. Pendant les 10 ans, oui, on peut payer des impôts en Israël si ce sont des revenus qui ont été générés en Israël. À la fin des 10 ans, le voile se lève et vous devenez totalement soumis à l'imposition israélienne sur l'ensemble de vos revenus mondiaux. En Israël, ça s'appelle une imposition personnelle, donc on regarde les revenus de la personne et non plus territoriale. Okay, donc ça, c'est très important pour éviter toute confusion. À la fin des 10 ans, vous devenez imposable sur l'ensemble de vos revenus mondiaux. Okay, donc c'est une obligation déclarative à la fin des 10 ans, l'année qui termine la fin des 10 ans. Vous devenez, c'est une année en fait qui va être séparée en 2 périodes. Vous allez avoir l'obligation de déclarer l'ensemble de vos revenus perçus durant l'année en cours. Il va y avoir des revenus jusqu'à la date anniversaire de vos 10 ans qui continueront à être exonérés. Je prends un exemple, si vous êtes retraité, vous touchez la retraite tous les mois, vous avez fait votre alia en juillet 2013, vos 10 ans se terminent donc en juillet 2023, eh bien, la déclaration fiscale que vous allez faire en 2023 va être l'ensemble de vos revenus perçus en 2023 avec une séparation entre la période janvier à juin, puis juillet à décembre. D'accord? Mais il va quand même avoir une obligation de déclarer vos revenus mondiaux perçus durant l'année 2023. Quelques exemples des revenus qui peuvent donc devenir imposables après les 10 ans, qui ne l'étaient pas pendant les 10 ans. Ça va être la retraite, d'accord, si c'est une retraite privée que vous percevez, exemple de la France. Les placements financiers, alors là, peu importe où est placé le titre ou de quel portefeuille, vous devenez pleinement imposable en Israël à hauteur de 25% sur les revenus des intérêts, les produits des intérêts, les obligations, les plus-values et la L'assurance vie et les assurances vie. Et attendez, et vous devenez surtout comme tout contribuable israélien. C'est-à-dire, lorsque Nathaniel dit votre imposition devient personnelle et non territoriale, c'est ce qui se passe dans le monde. Depuis 2003, l'imposition, elle est personnelle. Le fait qu'Israël a essayé de faire une loi pour encourager la LIA ne veut pas dire que ce soit comme ça dans le monde. En principe, dans n'importe quel pays, aujourd'hui vous êtes aux États-Unis, bon, les États-Unis c'est pas un bon exemple parce que même les citoyens doivent déclarer, mais dans n'importe quel pays, aujourd'hui vous êtes en France et vous percevez des revenus du Portugal, vous êtes obligé de les déclarer en France, pas forcément payer d'impôts là-dessus, il faut voir les conventions, mais votre imposition elle est personnelle. Cette imposition territoriale, parce que beaucoup de personnes, Daniel, et je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent aussi, pensent que, bon, Israël, c'est sympa, il y a 10 ans d'exonération, on s'en fout. Mais après les 10 ans, Israël, c'est comme tout autre pays. De la même façon que la France obtient vos informations des pays où vous détenez de l'argent, Israël aussi reçoit des informations. Si quelqu'un est venu en Israël et il a placé de l'argent en Suisse,
Il y en a plein qui ont fait ça en 2014, 2015. Des personnes sont venues en Israël, ont obtenu une Toudat Zéhout, ont ouvert un compte en Suisse et ils sont montrés à la Suisse qu'ils étaient résidents fiscaux israéliens. Et ils se sont dit, on est tranquille par rapport à la France. Mais non, lorsqu'on finit les 10 ans, on n'est plus tranquille par rapport à Israël. Israël, c'est un pays comme un autre. L'administration fiscale israélienne est très méchante également, comme toute administration fiscale dans le monde. C'est-à-dire, c'est une administration fiscale. Et s'ils obtiennent des informations que vous avez générées des plus-values sur des placements financiers que vous n'avez pas déclarés à Israël, c'est du pénal. C'était du pénal. On n'est pas là pour vous angoisser, pour vous inquiéter. C'était sympa pendant les 10 ans. C'est vrai que même pendant les 10 ans, j'intervenais à quel point ça valait le coup d'avoir peut-être des placements en dehors d'Israël, etc. Mais aujourd'hui, il faut au moins déclarer à Israël. Il faut être de bonne foi, au moins avec Israël, d'être comme il le faut après la période d'exonération. Et ils sont de plus en plus méchants en sachant qu'ils vous ont donné 10 ans de cadeaux. Après les 10 ans, ça ne rigole plus. Donc, soit, comme Nathaniel l'a dit, essayer de repousser au maximum cet avantage de 10 ans. Et je pense que ça, c'est vraiment la chose à essayer de vérifier si on rentre dans le cas de figure qui peut être décalable ou non, soit commencer à déclarer comme il le faut, comme n'importe quel contribuable israélien. Tout à fait. En fait, je rebondis là-dessus. Israël, la fin des 10 ans, c'est assez récent finalement, puisque la plus grosse vague d'Alia, c'est 2011, 12, 13, on a vu les chiffres. Donc, typiquement, ils commencent de plus en plus à recevoir des informations, à obtenir des informations, que ce soit volontairement transmises par les contribuables qui terminent leurs 10 ans, ou bien par les procédures d'échange d'informations automatiques. Il n'y a pas qu'Israël qui envoie les infos à l'étranger, hein. Ils reçoivent aussi des informations de ce que vous pouvez avoir à l'étranger. Si vous avez ouvert un compte en Suisse avec votre passeport israélien, pardon, ce compte, il va être automatiquement transféré. Les informations du compte vont être automatiquement transférées à l'administration fiscale israélienne. Donc Israël, il commence à se rendre compte que à la fin des 10 ans, il y a beaucoup de personnes, soit qui décident de continuer à ne pas déclarer, ça c'est compliqué, soit qui décident de partir, de faire une déconnexion fiscale. Donc là, il passe un petit peu pour, pardonnez-moi le terme, mais pour les cons de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils vous ont donné 10 ans, puis à la fin des 10 ans, les personnes partent. Donc, ils sont en train de se remettre en question. Ce qui est certain, c'est que il y a, comme dans toute administration fiscale, il y a la procédure classique, régulière, le civil, et puis il y a le pénal. Si vous fonctionnez de bonne foi, vous déclarez vos revenus, vous pouvez adopter des positions, vous pouvez choisir trancher, mais vous déclarez vos revenus, vous êtes en bonne foi. Là, on est sur du civil. Par contre, dès que vous allez passer sur une absence de déclaration de revenus, là, la procédure, elle peut être transférée au pénal à partir de 2017. Donc, comme dans toute administration, il y a les bons, il y a les mauvais. Le département des enquêtes en Israël s'appelle Hakirot. Je vous conseille jamais d'arriver là-bas. Typiquement, c'est pas des enfants de cœur. Et en plus de ça, ils ont l'impression, ils commencent à avoir de plus en plus de dossiers qui sortent. Et là, ils commencent à se poser des vraies questions. On continue à avancer. Donc, que faire pour justement, soit à la fin des 10 ans, qu'est-ce qu'on recommande à la fin des 10 ans? Donc, comme tu l'as dit, Nathanaël, la première chose à vérifier, c'est est-ce que vous avez la possibilité de décaler cette date de prise d'effet des 10 ans. Soit vous avez fait votre alia je prends un exemple qui est très commun, la plupart des gens font leur alia en juillet, août, d'accord? Donc, l'année concernée de la fin des 10 ans, il faut savoir que 10 ans plus tard, c'est une année qui va automatiquement se terminer en juillet ou en août. Eh bien, on a la possibilité de décaler, au moins pour l'année, puisque dans cette année-là, vous n'avez a priori pas fait 183 jours. Et si on regarde les 425 jours des 2 années précédentes plus l'année en cours, vous n'aurez pas fait 425 jours. A priori, déjà cette année, on a la possibilité d'aller décaler la prise d'effet des 10 ans et de gagner un an supplémentaire. Puis il y a beaucoup de personnes, on l'a dit, dans les années 12, 13, 14, ce sont des personnes qui ont fait l'ALIA sans venir s'installer en Israël, c'était pour d'autres raisons. Ces personnes-là sont peut-être venues s'installer en Israël, voire ne sont pas venus du tout. Ils ont juste pris la nationalité, puis ils continuent à habiter en France. Ces personnes-là, il faut absolument procéder à une procédure qui s'appelle un Masoul Yarok ou bien un ruling. On va en parler juste après au niveau des conditions, mais de vérifier si vous avez la possibilité de décaler officiellement vis-à-vis du fisc israélien, d'avoir votre dossier qui est marqué par le département de la fiscalité internationale en Israël et qui va vous donner une prolongation sur vos 10 ans. C'est important pourquoi? Pour éviter d'avoir un contrôle fiscal à la fin des 10 ans. Ça, ils envoient énormément de lettres et de contrôles fiscaux à la fin des 10 ans. Mais surtout, si la loi passe de 10 à 5, vous venez de gagner 5 ans supplémentaires. Parce que comme on l'a dit, la loi ne sera pas rétroactive. OK? Donc, Et aussi, surtout, avant même de savoir si vous rentrez dans les clous ou non d'une possibilité de décalage, ce que vient de dire Nathaniel, c'est qu'en principe, c'est juillet, août, la LIA.
On peut le voir, hein. Moi, nous, on le voit vraiment au jour le jour. Le fait de décaler de 4 mois, ça nous fait gagner 1 an de déclaration. Parce que lorsque vous faites, par exemple, votre allié en août 2014 et qu'on doit déclarer en août 2024, ne serait-ce qu'on a décalé, vous savez quoi? On ne peut pas rentrer dans les clous pour décaler plus que 2024, mais au moins décembre 2024, c'est-à-dire janvier 2025. Le fait de pouvoir décaler en janvier 2025, nous, notre déclaration, elle se fera à partir de mars 2026 et on peut le faire jusqu'à décembre 2026. Ça veut dire que ça nous fait gagner plus d'1 an. C'est 3 mois, 4 mois qu'on est réussi à décaler, que ce soit de juillet à décembre. Toutes les personnes qui ont fait leur alia, juillet, août, septembre, octobre, vous allez me dire, bon, j'ai gagné 2 mois. Non, vous n'avez pas gagné 2 mois. Ces 2 mois qu'on a décalés, ça nous fait gagner encore 1 an et plus de d'établissement de déclaration. Et ça nous laisse voir où on en est par rapport aux lois, par rapport à tout. Les lois changent tout le temps. Moi, je vais vous dire clairement, si vous avez la possibilité de décaler, il faut décaler. Si on n'a pas la possibilité de décaler, au moins essayer de vérifier, est-ce qu'on peut décaler au moins l'année en cours? Si on ne peut pas décaler l'année en cours, déclarer en Israël en fonction de ce qu'il faut, avec les abattements qu'on a, mais au moins rentrer vraiment dans le système de fiscalité israélienne et être comme tout contribuable israélien pour être bien avec eux. Tout à fait. Donc, la procédure de décalage, il faut juste, je vous donne quelques petites vérifications. Si déjà vous voulez voir si vous êtes éligible ou pas. Tout d'abord, il faut vérifier si vous bénéficiez de la couverture sociale, le Bitoire Leumi. Faites attention, si vous n'habitez pas en Israël, demandez volontairement à vous faire radier du Bitoire Leumi. En général, la procédure est faite automatiquement par le Bitoire Leumi, mais ça prend quelques mois, quelques années, le temps qu'ils se rendent compte que vous n'êtes pas vraiment en Israël. Un des critères sur lequel il faut appuyer lorsqu'on demande à être déconnecté, c'est de se faire radier du système social israélien. Vous allez me dire, le système social français est tout à fait au point également. Cette loi, elle n'a pas été faite pour les Français. Cette vérification n'est pas faite forcément pour les Français, elle est faite surtout pour les Ukrainiens et les Russes, qui eux ne bénéficient pas de même système de couverture. Donc, demandez bien à vous faire radier du Bitoire Leumi. Ne souscrivez pas à l'assurance Maccabi, etc. Si vous n'êtes pas en Israël, ne le faites pas. Ça va vous pénaliser si demain vous essayez de repousser vos 10 ans. Si vous avez un appartement à disposition que vous gardez en Israël, c'est aussi une des vérifications. Est-ce que vous avez une résidence à disposition en Israël? Le nombre de jours passés en Israël pendant la période, est-ce que vous allez à un moment donné dépasser non pas 183 jours, mais 90 jours? Si vous êtes vraiment border, que vous faites à peu près 3 mois par an en Israël, essayez de faire moins de 90 jours. C'est un des critères aussi. D'accord? On ne rentre pas dans tous les critères, mais là, je vous ai donné les 3 points principaux. Ne pas avoir de couverture sociale en Israël. Essayez de ne pas avoir d'appartement à disposition. Vous avez le droit d'en avoir 25 si vous avez envie. Louez-les, d'accord? Mettez-les sur Airbnb si vous venez de temps en temps, ou bien louez-les à long terme si c'est des appartements dans lesquels vous n'avez jamais mis les pieds. D'abord, ça vous fera des revenus. Ces revenus, on a des possibilités pour ne pas les imposer, ou en tout cas pour réduire au maximum l'imposition. Et puis, ça vous permettra de décaler officiellement la date des 10 ans quand vous allez revenir. Et le nombre de jours, essayez de suivre, gardez, voilà, essayez de vous organiser, gardez un suivi sur le nombre de jours que vous passez en Israël. N'oubliez pas que le jour d'entrée et le jour de sortie comptent comme un jour. Donc, si vous faites un suivi, mettez le petit +1 dans la formule. Nathanaël, tu veux parler de la déconnexion en France? Alors, ces derniers temps, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les effets de mode, tout le monde me dit, écoutez, je crois que je vais revenir en France, j'en ai marre de passer 183 jours en Israël, pas 183 jours en Israël, etc., etc. Ma femme, c'est dur pour elle, ma femme, c'est pas dur pour elle. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en Israël, par défaut, on regarde le benzoug rachum. En principe, on voit le conjoint mâle. Je vois qu'il n'y a pas trop de femmes dans notre webinaire, donc ça va, je peux me permettre de dire ça. Mais en principe, on regarde l'homme, où l'homme se trouve. Alors, à partir du moment où l'homme se trouve en Israël et qu'on peut justifier sa résidence fiscale, ne vous cassez pas la tête, même si vous êtes en séparation bien en France, etc., etc. Ne vous cassez pas la tête par rapport à Israël. On pourra être considéré comme résident fiscal israélien, même si l'homme passe plus de temps et que la femme va voir ses enfants, ses petits-enfants, ou va faire du shopping à Paris. C'est pas notre problème. Surtout à l'âge de la retraite, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais maintenant, la déconnexion fiscale, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus qu'on n'entendait pas. Nathaniel, je ne sais pas si tu as entendu un cas il y a 1 an de déconnexion. Moi, aujourd'hui, j'en entends sans arrêt. Les gens, ils me disent, écoutez, je vais revenir en France, je ne vais pas me casser la tête. Non. De revenir en France, c'est de se casser la tête. Surtout dans quelques cas de figure. Si jamais vous êtes venu en Israël, que vous êtes déconnecté de France et que vous pensez avoir évité les problèmes avec la France, parce que vous allez dire,
moi, j'avais de l'argent en Israël, je l'ai pas déclaré à la France, j'ai passé 10 ans, je suis prescrit, j'ai plus de problème. Alors non. La France, l'administration fiscale française aujourd'hui, va se servir de l'excuse des banques. On a besoin de savoir par rapport au blanchiment d'argent quelle est la provenance de ces fonds. Si vous voulez dire que la provenance de ces fonds provenait d'une acquisition que vous avez faite en 2000, mais qu'en 2000, vous étiez résident fiscal français et que vous n'avez pas déclaré, la France le saura, l'administration fiscale le saura. Et oubliez quelque chose, la prescription, il faut vraiment être sûr à 3000% pour se servir de cette excuse prescription. Prescription, c'est quelque chose que les administrations fiscales ne sont pas hyper bonne foi là-dessus. Alors, toutes les personnes qui me disent aujourd'hui, je vais rentrer en France, je suis exonéré d'IFI pendant 5 ans, etc., etc., la plupart de ces personnes-là ont quelque chose à se reprocher par rapport à la France. Si vous n'avez rien à vous reprocher par rapport à la France, déconnectez-vous. Je vais vous dire la procédure. Elle est pas très simple, mais c'est une procédure à faire par rapport au fisc israélien. Pendant les 3 prochaines années, leur montrer qu'on a passé moins de 90 jours, pour l'instant 90 jours, on parle de 30 jours après, moins de 90 jours en Israël, leur montrer qu'on a imposé en France, leur démontrer le nombre de jours en dehors du territoire, etc., etc. Mais il y a une procédure à faire en Israël quand même. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un demi-petit truc à vous reprocher, ne vous précipitez pas vers la déconnexion fiscale. La déconnexion fiscale non seulement engendrera énormément de frais de déconnexion, que ce soit chaque avocat fiscaliste que vous allez voir, il va vous dire on a besoin d'un rescrit, on a besoin d'un ruling par rapport aux impôts pour vraiment définir de votre date de déconnexion, des déclarations chaque année. Il y a beaucoup de travail à faire. Et nous, on vous le dit en tant que prestataire, en tant que professionnel, dans ce domaine-là, on est vraiment spécialisé dans ça. Il y a énormément de travail. À part le travail, même si vous allez me dire on n'a pas de problème à vous rémunérer pour ce travail, la France ne sera pas autant accueillante que vous le croyez. Le fait qu'elle vous exonère de 5 ans de DIFI, c'est pas que ça. Elle saura si jamais pendant les années où vous étiez israélien, vous avez de l'argent qui n'était pas déclaré à la France à l'époque, un jour elle pourra rentrer. Donc moi, ce que je pense, c'est que même les personnes qui veulent rentrer en France, ben rentrez en France. Rentrez. Vous êtes retraité, vous voulez passer plus de temps avec vos enfants, avec vos petits-enfants, c'est dur pour votre épouse, c'est dur. Rentrez. Laissez passer un an comme ça. On n'a pas besoin de se précipiter à l'administration fiscale, leur dire écoutez, je suis français. Non. Rentrez en France. Voyez comment sont les choses. Est-ce que vous êtes d'accord de renoncer à passer plus de 90 jours en Israël? Si ça se trouve, dans un an, ils vont vous dire vous n'avez pas le droit de passer plus d'un mois en Israël. Si vous me dites, écoutez, moi je suis d'accord de ne plus remettre les pieds en Israël et j'ai rien à me reprocher, ben alors déconnectez-vous. Mais si ce n'est pas le cas et que vous voulez et vous compterez passer surtout plus de 30 jours en Israël par an et que dans les fonds que vous allez rapatrier en France, il y a quelque chose qui ne sera pas super explicable, comme on le dit, alors essayez de repousser au maximum le temps de votre déconnexion. Et on vous parle de façon hyper objective, parce que nous, pour nous, c'est une prestation comme une autre. On peut vous vendre ce service de déconnexion fiscale. Je vous le dis, avec connaissance de cause, avec les personnes qui se sont déconnectées, et on a vu ce que ça peut engendrer par rapport déjà aux banques et par rapport à l'administration fiscale. Donc, attendez par rapport à ça. Nathaniel, je sais que tu n'es pas trop de cet avis que je le dise. Quoi qu'il se passe, ne vous déconnectez pas, mais moi, je pense, attendez au max avant de vous déconnecter. C'est tout. Tout à fait. Autre chose que l'on recommande de faire vers la fin des 10 ans, c'est de préparer une déclaration de patrimoine préventive. On en a parlé plusieurs fois. La déclaration de patrimoine, c'est un des outils de contrôle favoris des impôts en Israël. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, une déclaration de patrimoine en Israël, c'est qu'on va vous faire un état, on va vous demander un état patrimonial de tous vos actifs dans le monde. Alors, tant que vous êtes dans les 10 ans de la Alia, aucun problème, vous pouvez déclarer uniquement ce que vous avez en Israël. C'est l'article 131.5 qui vous permet de ne pas déclarer ce que vous avez à l'étranger. Par contre, à la fin des 10 ans, tout comme vos revenus, vous devez déclarer l'ensemble de votre patrimoine. En général, les impôts en Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas vous demander la déclaration de patrimoine l'année de la fin de vos 10 ans. Mettons que vous terminez en 2023 vos 10 ans, ils vont pas vous demander au 31 décembre 2023 de préparer une déclaration de patrimoine à cette date-là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser passer 1 an, 2 ans, 3 ans, et d'un coup, ils vont vous envoyer une demande de déclaration de patrimoine sur l'ensemble de vos revenus. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, prenons un exemple. Une personne termine au 31/12/2023 ses 10 ans. Il a un patrimoine dans le monde d'à peu près 10 millions d'euros. Okay. Ensuite, d'ici 2026,
son patrimoine augmente à 12 millions d'euros parce qu'il a fait des bons placements, des bons investissements, etc. Le problème qui va se poser, c'est que quand il va déclarer à l'administration fiscale israélienne en 2026, il va répondre à la demande de déclaration de patrimoine. Les impôts israéliens vont voir qu'il y a un patrimoine mondial de 12 millions d'euros. Ils ont la possibilité de questionner cette personne sur les 12 millions d'euros, puisqu'ils n'ont pas de base pour vérifier quelle était la valeur patrimoniale à la fin des 10 ans. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de préparer une déclaration de patrimoine, ce qu'on appelle une déclaration de patrimoine préventive. Elle n'a pas pour objectif d'être transmise aux impôts, elle est préparée par nos soins. On vous envoie la liste de tout ce qu'il faut préparer et nous communiquer. On fait une déclaration comme si elle avait été demandée par les impôts et on la garde. On justifie chaque ligne et chaque montant qui apparaît dans cette déclaration. On va justifier chaque élément. On va signer, vous allez signer, on va la garder aux archives digitaux. L'avantage de cet élément, de cette préparation, c'est que vous allez avoir la déclaration de patrimoine qui a été faite à la fin de vos 10 ans, où on va pouvoir certifier que vous avez un patrimoine de 10 millions d'euros, qui va vous servir de base fiscale non imposable. Quand vous allez faire une autre déclaration quelques années plus tard, où vous allez avoir un patrimoine de 12 millions d'euros, à ce moment-là, il va y avoir des questions uniquement sur les 2 millions d'euros d'écart et non pas sur l'ensemble de votre patrimoine. Ça, c'est une procédure qu'on recommande vraiment systématiquement à la fin de vos 10 ans. Faites-le, c'est très difficile de revenir plusieurs années en arrière et de devoir justifier quelle était votre situation patrimoniale auparavant. Et juste pour finir, voilà, Rachel, on va devoir finir un dernier petit point par rapport à ce que Nathaniel a dit, c'est que si jamais votre date d'Alia a été en 2014, 14 juillet 2014, et que vous finissez le 14 juillet 2024, que vous ayez décalé ou pas décalé, et même si on décale, je vous recommande de faire votre déclaration de patrimoine préventive, même par rapport à la date inscrite en fonction de la Théouda Tolé. C'est-à-dire là, on vous a parlé beaucoup de décalage d'Alia, mais quand même, pour plus de sécurité, c'est pas quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, vraiment. C'est une déclaration de patrimoine préventive. On vous la recommande, on vous recommande de la faire 10 ans à compter de la date qui est inscrite sur la Théouda Tolé et également au moment où on va décaler. Pourquoi? Pour qu'en cas où on a une négociation avec les impôts, au moins on aura fait ça. Et quand on vous dit d'établir une déclaration de patrimoine préventive, c'est pas la dernière seconde. Et ça, Internet peut vous le dire, des fois, ça prend un peu de temps d'avoir le solde du 31 décembre, etc. Si, disons que vous avez fait le 15 juillet 2014 votre ALIA, le 1er juin, contactez-nous avec les documents. Voilà. Bon, il y a quand même un mois et demi, et c'est bien de l'avoir fait parce que c'est signé comme il le faut devant 2 personnes, que ce soit à la date voulue, on n'antidate pas de documents. Donc, c'est très bien de se préparer au moins un mois et demi avant la fin de vos 10 ans. Ils sont inscrits sur vos Théouda Tolé, même si on décale les 10 ans d'exonération.